Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors Christelle, c'est ton 25e SIMTREP déjà. 25e SIMTREP, on est le 28 janvier 2017 et la situation est de nouveau en train de s'aggraver et prend le chemin de la pire situation de l'année 2016 qui était entre novembre et décembre, hein. Ouais, là Voilà. on est revenu au niveau en termes de violation du cessez-le-feu de fin novembre 2016. Et là, les dernières 24, enfin 36 heures même maintenant, montrent une tendance à l'aggravation brutale. Oui, Très certainement en lien d'ailleurs avec le rapprochement qui a l'air de se dessiner entre les États-Unis et la Russie, hein, puisque ce soir doit avoir lieu l'appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. oui. Euh, donc la nuit dernière a été assez terrible. Là, ils ont déjà commencé en journée. Ils sont assez chauds là aujourd'hui, l'armée ukrainienne. Donc à mon avis, la nuit, elle va être sympa encore. Oui, parce qu'hier soir, il y a eu un énorme tir de missiles Grad, hein, une grosse série Il y a eu des tirs il y a eu des tirs de grade, il y a eu des tirs d'artillerie très lourdes. On entendait depuis le centre-ville, ça a duré en tout les tirs les plus continus, ça a été de 17h à minuit 30. Ils ont repris dès 8h ce matin en tirant sur la zone de Spartak et de l'aéroport. Ils ont tiré il y a 1h30 sur Dokuchaevsk, sur un immeuble d'habitation. D'accord. Donc là, on est dans une escalade brutale et assez violente. Je pense que l'Ukraine est au stade désespéré, mais je vais expliquer un petit peu au fil du SITREP pourquoi, qu'est-ce qui montre sous ces signes en fait de panique intérieure en Ukraine. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est là qu'ils sont capables de tout et de n'importe quoi. Oui, oui, tout à fait, oui. Donc, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 5 956 fois le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk, soit 1500 fois de plus que la semaine précédente, dont 1976 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, donc artillerie, mortier, chars d'assaut et donc lance-roquettes multiples, donc les grades ayant été utilisés de nouveau pour la deuxième fois à une semaine d'intervalle. Comme je l'ai indiqué plus tôt, la nuit dernière fut aussi très chaude avec des tirs continus, donc de 17h jusqu'à plus de minuit, audibles depuis le centre de Donetsk, y compris donc des tirs avec de l'artillerie de 152 mm, des tirs qui ont surtout visé la périphérie nord-nord-ouest de Donetsk. Au total, sur les dernières 24 heures, l'armée ukrainienne a violé 1270 fois le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk. Donc là, on voit que... Ouais, bah on est dans les chiffres de décembre, hein, c'est clair. On a Hein. les chiffres de décembre. Des tirs de la semaine qui ont principalement touché Zaïtsevo, Железная Balka, Mikhailovka, Verkhnetoretskoye, Yeltsinovataya, Jabitchevo, Spartak, Vassilievka, Alexandrovka, Signalnoye, Staromikhaïlovka, Leninskoye, Sakhanka, Komintarnovo, Dolomitnoye, Krutaya Balka, Vyeselye, Dokuchaevsk, Biezimenoye, Shirokaya Balka, Oktyabre, Yelenovka, Nikolaïevka, Starolaspa, la zone de l'aéroport et le quartier de Trudovski dans le district de Petrovski à Donetsk. Des tirs qui ont fait un mort parmi les soldats de la République populaire de Donetsk et 11 blessés. Depuis le début de l'année, 12 personnes sont mortes et 28 ont été blessées en RPD. En RPL, les tirs de la semaine ont fait 2 morts et 5 blessés parmi les civils. Donc on continue au niveau... Ouais, c'est pas des bombardements qui ont endommagé ou détruit 26 habitations à Zaïtsevo, Yelenovka, Nikolaïevka, Krutaya Balka, Yassinovataya, Gorlovka et le district de Petrovski à Donetsk. Ils ont aussi privé d'électricité pendant 24 heures les habitants de Komintarnovo, Sakhanka, Sergeyevka, Leninskoye, Zaïchenko, Signalnoye, Luganskoye et Yelenovka. L'armée ukrainienne a aussi de nouveau tiré sur la station d'épuration de Donetsk au mortier de 82 mm lors d'un changement d'équipe et au mortier de 120 mm sur la station d'épuration de Dokuchaevsk. Et en République populaire de Lugansk, l'armée ukrainienne a endommagé l'hôpital de Kierovsk. Bon, je rappelle, c'est un crime de guerre, hein, tirer sur un hôpital, puis ils peuvent pas dire qu'ils savaient pas où est-ce qu'il était, hein, faut pas exagérer. Ils en font même des packages, hein. C'est-à-dire que là, c'est même plus crime de guerre par crime de guerre, c'est des paquets de crimes de guerre. Voilà, ils vont à la lourde. Hein. Il nous faut un abonnement général là, c'est 3 pour le prix d'un. Ouais.
Et les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont repéré des redéploiements près du front en violation des accords de Minsk, entre autres près de Gorlovka, une division de lance-roquettes multiples grades, une compagnie de véhicules de transport de troupes blindées et un peloton de véhicules de combat d'infanterie. Près de Donetsk, une batterie de mortiers de 120 mm et un bataillon de soldats. Et près de Mariupol, un bataillon de chars d'assaut et un bataillon de soldats. Bien entendu, tout le matériel qui est actuellement sur le front, comme par hasard, l'OSCE en a constaté l'absence dans les zones de stockage où ils sont censés se trouver. Bah oui, forcément. Entre autres, cette semaine, 140 pièces d'armement qui auraient dû être retirées du front côté ukrainien, 11 lance-roquettes multiples BM-27 Ouragan, 8 obusiers tractés Jasin B de 152 mm, 21 obusiers automoteurs 2S3 Akatia de 152 mm, 18 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 6 obusiers tractés D30 de 122 mm, 30 mortiers Sani de 120 mm, 16 canons anti-chars MT-12 Rapira de 100 mm et 30 chars d'assaut T-64 et T-72. Donc comme on l'indiquait plus tôt, l'Ukraine qui continue ses crimes de guerre en visant délibérément les civils. Ainsi, le 24 janvier, en République populaire de Donetsk à Zaïtsevo, l'armée ukrainienne a tiré pour la deuxième fois en une semaine sur la maison de la petite Rita, dont nous avions parlé la semaine dernière. Oui. Cette fois au canon de 30 mm, donc le canon de BMP-2. Ouais. Visant à nouveau les murs, mais surtout les fenêtres de la maison. Bon, ils l'ont rendu complètement inhabitable. Donc Rita et sa maman ont dû partir vivre dans un appartement mis à leur disposition à Gorlovka en urgence par les autorités. Mais bon, c'est solution temporaire. Et bon, c'est terrible pour la famille de devoir quitter leur maison. Si tu me permets, peut-être une parenthèse que j'ai oublié de te demander juste après l'énumération des armes en position sur le front. En plus des obus de 30 mm, c'est 3 cm de diamètre, et certains obus sont même sont des balles avec des pointes extrêmement dures qui permettent de percer des blindages de percer les blindages, c'est des charges creuses, ce sont des charges creuses. Voilà, c'est dire à quel point c'est vraiment des salopards, parce que il y avait une petite fille et des femmes. Et sa maman dans la maison. Voilà. L'un des obus d'ailleurs a frappé en fait la pièce où la maman dort en fait. D'accord. Bon, sans faire de blessés, parce que dès que les premiers tirs se sont fait entendre, elle a attrapé sa fille et elles se sont rendues dans une pièce centrale de la maison qui est non exposée, et donc elle n'était pas dans la chambre à ce moment-là, mais si elle y avait été, je te laisse imaginer ce que ça aurait fait. J'imagine, oui. En tout cas, bon, tant mieux qu'ils s'en soient tirés vivants. Voilà, s'en sont tirés sans dommages corporels. Mais bon, à Zaïtsevo, où le cessez-le-feu n'a jamais été respecté, les soldats qui sont donc d'armée de la République populaire de Donetsk ont inscrit sur le tableau de leur salle de repos: ce n'est pas Disneyland, mon fils, c'est Zaïtsevo, bienvenue en enfer. Alors, justement, et je voulais faire la deuxième remarque, c'est tu as énuméré donc les armes quelques minutes avant, et tu as parlé d'ouragan, de lanceur de roquettes ouragan. Alors, il faudrait préciser, parce que je l'ai déjà fait dans la description d'un des SITREP, je ne l'ai pas répété, mais ce qui est très important de savoir, c'est que il y a évidemment les canons d'artillerie, il y a évidemment les mortiers, il y a évidemment toutes ces armes-là, les antichars, dont un a été utilisé sur un immeuble cet après-midi, je crois. Ouais, il semble qu'ils ont tiré, voilà. Il semble que sur Dokuchaevsk, qu'ils ont tiré de nouveaux missiles guidés antichars comme ils l'ont fait à Dolgoye. Voilà. Et il y a spécification de 3 types d'armes qui sont des lanceurs de roquettes. Alors il faut comprendre que par exemple le Grad, c'est un lanceur de roquettes, donc un lanceur de roquettes multiples, avec des roquettes. C'est le successeur des Katyusha, avec des roquettes de 122 mm. Voilà. Le BM-27 Ouragan, c'est du 220 mm. Donc, voilà. Vous imaginez, c'est un bestiau de 22 cm de diamètre quand même. Voilà. Et le BM-30 Smerch, qui est le pire, c'est du 300 mm. Voilà. Donc, le Smerch, la longueur du machin, ça fait plus de 2 mètres de long. Enfin, c'est un monstre. Alors, justement, je vais préciser, parce que c'est là où les gens doivent comprendre la gravité. Déjà, un tir de grade, c'est des roquettes qui ont entre 45 et 77 kg, et ça fait 120 mm de diamètre, donc ça fait déjà de gros dégâts. Mais quand on passe au BM-27 qui est ouragan, on a des roquettes, comme tu disais, de 220 mm qui font plus de 3 mètres de long. Elles font 300 kg, déjà elles font 300 kg. Mais quand on arrive au Smerch, là on a des roquettes, tenez-vous bien, de 800 kg. Donc on a pratiquement une roquette d'une tonne balancée comme ça. Alors il y en a 12 par lanceur.
ça vous laisse une idée des dégâts que peut provoquer une seule roquette. Hein. Apparemment, d'après les détails techniques qui sont utilisés, le Smerch traiterait une surface de 650 mètres sur 650 mètres. Ça donne une idée de ce que ça peut provoquer dans une zone habitable. Hein. Voilà. Voilà. Vous imaginez, sur une zone genre immeuble, 650 mètres sur 650 Ah bah là, mètres. c'est le massacre assuré. Hein. C'est le carnage. C'est ça. Voilà. C'est le massacre. Oui, là, c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter, donc à Zaïtsevo comme ailleurs, puisque le même jour en fait où ils ont tiré sur la maison de la petite Rita en République populaire de Lugansk, l'armée ukrainienne a tiré l'artillerie de 122 mm sur l'hôpital de Kirovsk, tuant un civil qui se rendait à son travail. Le lendemain, c'est à coup de missile donc anti-char philo-guidé que l'armée ukrainienne a tiré sur une voiture civile près du village de Dolgoye, de nouveau en République populaire de Lugansk, tuant une personne et blessant 3 autres. Hein. Donc ils ont pulvérisé la voiture. Il y a une vidéo qui a été tournée d'ailleurs, et on s'étonne d'avoir que 3 blessés. Hein. Vu l'état de la voiture, moi j'aurais pensé que c'était 4 morts. Hein. Ça pouvait pas faire autre chose. Hein. Parce que ça fait aucun, ça pardonne pas un truc comme ça. Hein. Oui, donc là, et le 27 janvier, l'armée ukrainienne a bombardé à l'artillerie le village de Bryanka, blessant 2 personnes, sans compter tous les bombardements sur des zones purement civiles, comme à Yelenovka ou Sergeyevka dans le sud de la RPD. Donc on voit bien qu'il y a des provocations croissantes contre les civils, qui montrent que l'armée ukrainienne cherche à provoquer une réponse en fait de la part de l'armée de la RPD et de la RPL afin de faire endosser l'arrêt de Minsk 2. Donc l'Ukraine a vraiment besoin de relancer les hostilités à grande échelle, mais elle ne veut pas en assumer la responsabilité. Et on le voit donc avec les derniers événements et entre autres avec le fait qu'en violation des accords signés, mais aussi de la Convention de Genève, l'Ukraine refuse de retirer ses soldats à 1,5 km de la station d'épuration de Donetsk. La présence donc de constructions militaires dans la zone grise a été confirmée lors de la conférence de presse d'Alexander Hoog, le chef adjoint de la mission de l'OSCE. Ça a aussi été enregistré dans le rapport de la mission. L'armée ukrainienne a ainsi installé un poste d'observation à seulement 200 mètres de la station d'épuration et refuse de se retirer, comme le prévoit pourtant un accord signé par les autorités ukrainienne l'an passé. D'ailleurs, lors de la visite de M. Hoog, les journalistes des médias mainstream étaient placés à une grande distance, puisque l'armée ukrainienne risquait de tirer à tout moment, donc ils n'ont pas pu couvrir le travail du chef adjoint de la mission, qui a eu lieu sous les tirs venant des positions des forces armées ukrainiennes. Et aujourd'hui, donc en lien toujours avec cette station d'épuration, en début d'après-midi, Edouard Bassourine a déclaré lors de son rapport de situation que les services de renseignement de la RPD indiquaient que Secteur droit, donc Pravi Sector, se préparerait avec l'aide de mercenaires étrangers à mener des attaques contre la station d'épuration de Donetsk. Donc je vais citer Edouard Bassourine, in extenso. Nos services de renseignement ont reçu des informations crédibles sur la préparation par les combattants de secteur droit stationnés à la périphérie de la ville avec l'aide de mercenaires étrangers de graves provocations dans un avenir proche dans la zone de responsabilité de la 72e brigade pour mettre sur le dos de la République populaire de Donetsk les morts de civils et de soldats des forces armées ukrainiennes qui en résulteraient et ainsi mettre fin aux accords de Minsk. Il semble que pour cela, donc secteur droit attend que le vent change de direction vers la zone contrôlée par les forces armées ukrainiennes, avant de tirer vers la zone de stockage de chlore qui se trouve près de la station d'épuration, provoquant ainsi une catastrophe écologique qui se dirigera principalement contre l'armée ukrainienne. Le but évident de la provocation est plus que clair, provoquer l'escalade du conflit dans le Donbass, tout en disant non, c'est pas nous, vous voyez, ça a frappé l'armée ukrainienne, donc c'est les gens d'en face. Donc Bassourine a appelé les organisations internationales à intervenir pour éviter cette catastrophe. Donc on voit vraiment que là, c'est vraiment le poulet sans tête qui est en train de courir en cercle. Là, ils sont vraiment en mode il nous faut la guerre, il nous faut la guerre. Et donc là, ils sont prêts à provoquer un désastre écologique et à tuer les civils qui sont du côté des territoires occupés par l'armée ukrainienne, mais aussi leur propre armée, pour justifier la reprise du conflit. Là, on est dans l'abject, l'ignominie la plus totale. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Là, faut vraiment les arrêter parce que c'est plus possible. La France, l'Allemagne, on les entend pas. Les garants des accords de Minsk, ils sont aux abonnés absents. Je veux dire, là, à un moment, faut quand même que les gens se réveillent, quoi. Vous attendez quoi? Qu'il y ait un nouveau Tchernobyl ou un nouveau... Oui, sans doute. C'est Vézo, arrêtez les conneries, quoi.
Alors justement, c'est ça qui est important, c'est le fil conducteur, c'est aussi, je pense, l'application de la nouvelle doctrine américaine de guerre. Hein. C'est-à-dire que maintenant on s'attaque d'abord aux civils pour faire céder les forces militaires qui sont censées les protéger. Et tout ce qui a été dit, en particulier, je dirais, l'élément symptomatique de tout ça, c'est la maison de la petite Rita qui est systématiquement visée, qui prouve par A plus B que c'est bien les civils qui sont ciblés et sciemment. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire des actes de guerre les plus ignobles possibles, les plus pourris possibles, les plus inacceptables possibles pour provoquer donc la réponse des forces de la RPD et de la RPL. Et donc là, vu ce qui s'est passé hier soir, ouais, là on est un peu sur le qui-vive. On s'attend à devoir partir d'un moment à l'autre pour aller couvrir peut-être lors d'une nouvelle attaque ou quelque chose. Donc une tentative d'assaut. Les prémices d'une offensive générale finale. On s'attend à tout. On s'attend à tout. Là, on est voilà en mode attente dans les starting blocks. Mais oui, là, on est clairement. On voit bien, je dirais, la Russie d'ailleurs a rappelé encore une fois que les accords de Minsk étaient la seule solution pour résoudre le conflit. Donc, c'est que la Russie se rend bien compte que là, il faut commencer à taper du poing sur la table parce que. Ce qui aurait fait dire à Lavrov que quelque part il était un petit peu, pas désespéré, mais que l'attitude des Américains n'était pas, malgré le fait que l'administration ait changé de nature, hein, totalement. Hein, peut-être que Lavrov s'est rendu compte que finalement ils n'étaient pas très très motivés à faire cesser les combats dans le Donbass. Hein. En espérant que ce sera l'objet de la discussion de ce soir entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Oui. En attendant, l'armée ukrainienne continue à se déliter, puisque les pertes hors combat de l'armée ukrainienne se poursuivent. En face de la République populaire de Donetsk, rien que durant la semaine écoulée, à cause de l'alcoolisme et du manque de contrôle de la part des commandants, la 36e brigade de marine et la 72e brigade des forces armées ukrainiennes ont eu 5 morts et 6 blessés. Et 2 soldats du 137e bataillon de la 36e brigade ont quitté leur unité avec leurs armes. Et en face de la République populaire de Lugansk, ils en sont à 8 morts, 14 déserteurs et 14 blessés qui sont à déplorer côté ukrainien, quand le commandant de l'opération antiterroriste admet tout juste 1 mort et 10 blessés. Oui, c'est le symptôme d'une armée dont une partie des forces se rend compte que la guerre en question est illégitime. Oui, ils ne sont pas motivés. Hein. D'ailleurs, certaines de ces pertes sont des automutilations, comme ce soldat de la 54e brigade qui, face à un refus de mutation et devant le risque d'être envoyé donc, sur l'arc de Svitlodarsk, donc la zone qui est en face de Debaltsevo, s'est tiré une balle dans la cuisse. Voilà. Oui, mais ça veut peut-être dire aussi que les soldats sont au courant que quelque chose va se passer à cet endroit-là. Parce que ça veut dire que... Voilà. Donc ils sont au courant, à mon avis, qu'on va les envoyer au casse-pipe et ils n'ont pas envie. Puis bon, toutes les attaques précédentes sur cet axe-là se sont soldées par des catastrophes pour l'armée ukrainienne. Ils ont perdu je sais pas combien de soldats, enfin... à mon avis, près d'une bonne centaine de soldats là depuis qu'ils ont relancé les attaques dans cette zone-là. Donc, les soldats, pour eux, c'est l'équivalent du front de l'Est pour les soldats allemands pendant la Seconde Guerre. Hein. Ils ont surtout pas envie d'y aller. Hein. Oui, c'est clair. Surtout pas envie. Si on regarde toute la partie situation politique et accord de Minsk au OSCE, l'OSCE donc il continue de couvrir à demi-mot l'Ukraine, puisque suite par exemple au tir contre l'hôpital de Kirovsk ou celui au missile anti-char philo-guidé contre la voiture civile à Dolgoye, l'OSCE s'est contenté d'énoncer platement les faits sans indiquer de direction de tir alors qu'elle est évidente. Hein, ceci pour éviter de devoir dire que ces tirs ont été menés par l'armée ukrainienne. Voilà, aucune direction de tir fournie, aucune condamnation de ce crime de guerre et des violations des accords de Minsk. Voilà comment l'OSCE couvre les crimes de guerre de l'armée ukrainienne contre les civils du Donbass en gardant le silence sur des informations pourtant connues et qui sont vitales pour faire pression et obliger l'Ukraine à respecter le cessez-le-feu. Hein, on a connu l'OSCE un peu plus prompte à dénoncer des violations de Minsk II quand il s'agissait de la RPD ou de la RPL, comme en mai lors de la préparation du défilé de la victoire à Donetsk où l'OSCE s'était offusqué de la présence des blindés et autres armes lourdes dans le centre-ville, alors qu'elle n'était clairement pas là pour tirer sur la partie ukrainienne qui se trouve à quelques kilomètres de là. Non. Ou comme lors de sa rencontre avec Alexandre Zakharchenko il y a quelques jours, en demandant des efforts de la part de la RPD concernant le cessez-le-feu pour laisser les réparations avoir lieu. Hein. Alors c'est plutôt l'armée ukrainienne qui a tendance à tirer quand même sur les ouvriers qui viennent réparer le gaz ou l'électricité. Voilà. T'es pas en train de me dire qu'ils sont pas capables de faire la différence entre un défilé de blindés et un amassement de blindés pour le combat.
Non, mais c'est voilà, hein, voilà. Donc, oui, on voit le deux poids deux mesures, hein, donc l'OSCE qui finit de se discréditer totalement. Les pieds nickelés, le retour. Voilà, qui fait rien contre toutes ces provocations, qui ont donc, comme je le disais, provoqué un rappel de la part de la Russie, qui a bien rappelé, Lavrov a rappelé que ces accords sont bloqués par le fait que Kiev ne veut pas mettre en œuvre Minsk II, renie les accords qu'ils ont signés. En Europe, pendant ce temps-là, tout le monde s'en fout. La France, l'Allemagne sont tout à fait silencieuses. Et en Grande-Bretagne, qui célébrait il y a peu les 25 ans de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, c'est encore pire, puisque lors de cette célébration, Graham Phillips est intervenu pour dénoncer la complicité de la Grande-Bretagne dans les crimes qui sont commis par Kiev dans le Donbass. Pour ne pas avoir à répondre de leur complicité de génocide, les autorités britanniques ont préféré mettre Graham dehors avec l'aide de la sécurité. Ah bah, quand on peut pas répondre parce qu'on n'a rien à répondre, forcément. Voilà. Donc on peut même voir certains des participants sourire dans la vidéo que Graham a tournée lorsqu'il accuse la Grande-Bretagne de se rendre complice de Kiev. C'est une petite réaction qui donne quand même envie de prendre tous ces gens-là et puis d'aller les confronter à ce qui les fait tant sourire. J'ai bien envie d'aller leur faire passer une nuit dans les caves de Spartak ou dans la maison de Rita à Zaïtsevo. Je pense qu'après ça, ils auront plus du tout envie de sourire. C'est clair. Devant le tribunal international, ces gens-là, il faudra en oublier aucun de ceux qui ont trouvé ça drôle que des civils innocents se fassent massacrer par leur gouvernement. Et l'autre point des accords de Minsk qui est toujours bloqué, c'est bien sûr l'échange de prisonniers qui devait avoir lieu au format tous contre tous. C'est toujours au point mort, Kiev se déclarant incapable de procéder à l'échange sous des prétextes plus fallacieux les uns que les autres. Donc on s'y attendait. Au rayon, autre mauvaise nouvelle. Nous avons reçu confirmation ce matin d'une information qui était parue hier sur la mort de Valéry Bolotov, donc le père de la révolution de Lugansk. Donc il faut savoir qu'au printemps 2014, les manifestations anti-Maïdan qui étaient face aux militants venus de Kiev, qui étaient soutenus par les chefs de la police, et puis il y avait aussi toutes les arrestations du SBU. À Lugansk particulièrement, le mouvement de protestation était mal parti et semblait s'essouffler, jusqu'à ce qu'un homme apparaisse sur les écrans en retirant sa cagoule et en appelant à la révolte contre le régime de Kiev. Donc c'était le 5 avril, l'homme en question, Valéry Bolotov. Le 6, il s'empare des locaux du SBU de Lugansk à la tête d'une foule, et dans un appel vidéo, pas de question de Russie ou de séparatisme, mais Bolotov appelait les Ukrainiens du Sud-Est à s'opposer ouvertement au nouvel État ukrainien. Et donc il a été suivi. Donc il faut savoir qu'à l'époque, seuls Donetsk et Lugansk sont allés jusqu'à l'insurrection. Donc, il y avait eu des manifestations dans d'autres villes, mais qui ont périclité suite à la répression, aux arrestations du SBU. Donc si Valéry Bolotov n'avait pas pris cette responsabilité, les manifestations de Lugansk auraient très certainement été réprimées dans le sang, comme dans les autres régions. Et donc il a organisé le référendum qui a permis de décréter l'indépendance de la République populaire de Lugansk. Et le 13 mai, il est hospitalisé en Russie après avoir reçu une balle dans la poitrine lors d'une tentative d'assassinat du SBU. Mais il décide ensuite de revenir à Lugansk. Les Ukrainiens l'arrêtent à la frontière. Ses camarades prennent d'assaut le poste frontière et le libèrent. Entre fin mai et mi-août, donc ce sera lui qui sera le premier chef de l'État de la République populaire de Lugansk, au beau milieu des bombardements d'artillerie, des attaques de l'aviation et des assauts des troupes ukrainiennes. Dans ces conditions assez terribles, il formera les premières structures étatiques et militaires sur lesquelles repose aujourd'hui la République populaire de Lugansk. Mais son état de santé est mauvais, il avait des problèmes de cœur, il a aussi été blessé lors d'opérations militaires. Donc il se retire, laissant la place à ceux qui gouvernent aujourd'hui, donc Igor Plotnitsky. On lui doit la première organisation militaire et étatique de la République populaire de Lugansk. C'est un homme simple qui avait une détermination sans faille et un attachement émotionnel profond à son pays. Donc retiré dans la maison de sa famille dans la région de Moscou pour raison de santé, il continue à aider Lugansk par tous les moyens, et il semble donc qu'il soit mort hier d'une crise cardiaque, à l'âge de 46 ans. C'est jeune, c'est vraiment très jeune. Donc je tiens à adresser mes condoléances les plus sincères à sa famille. La République populaire de Lugansk a perdu cette semaine son père fondateur, et c'est une perte terrible, surtout dans les conditions dans lesquelles on est actuellement. Voilà. En Ukraine, la propagande d'État se fissure de plus en plus, comme l'a montré une émission télévisée lors de laquelle un auditeur de Kharkov a appelé par téléphone et a interpellé le présentateur de l'émission sur l'agresseur qu'est la Russie. Je cite: « Vous dites souvent agresseur, je me demande pourquoi cette
agresseur en Crimée, prend beaucoup plus soin de nos Ukrainiens. Il touche une retraite 4 fois supérieure à la mienne. Les soins sont gratuits, le gaz moins cher. Qui est donc l'agresseur? Nous sommes nous-mêmes les agresseurs ici à l'intérieur du pays. Donc là, il fait référence au Donbass. Il a aussi indiqué que lorsqu'il a essayé d'échanger son appartement pour une habitation en Crimée, espérant trouver des patriotes ukrainiens qui voudraient partir de la péninsule, il a découvert que personne ne voulait quitter la Crimée pour l'Ukraine. Je pensais trouver des patriotes qui voudraient partir. On m'a fait signe que j'étais fou. Bah oui, hein. Voilà, donc là, ça tient de moins en moins, et c'est pas avec les nouvelles en provenance de l'OTAN que la propagande ukrainienne officielle se portera mieux, puisqu'après l'UE qui ferme la porte à l'Ukraine sans le dire ouvertement, c'est maintenant l'OTAN qui semble décider à poser un lapin à l'Ukraine. Faute de consensus, en effet, l'OTAN ne souhaite pas une adhésion de l'Ukraine, mais voudrait simplement continuer à coopérer sans engagement réciproque. Donc il semble qu'il y ait quand même une certaine division au sein de l'OTAN pour une éventuelle adhésion de l'Ukraine. Résultat, aucune procédure d'adhésion n'est en cours entre Kiev et Bruxelles. Donc pourquoi cette frilosité de l'OTAN sur une éventuelle adhésion? Pour Xavier Moreau qui a commenté cette situation, il dit que ça fait très longtemps en fait qu'il y a des divisions au sein de l'OTAN. On se souvient notamment que c'était des choses dont il était déjà question en 2004 au moment de la première révolution orange. L'Allemagne et la France ne voulaient pas de l'Ukraine à l'intérieur de l'OTAN et c'est aujourd'hui toujours le cas. Une fois de plus, on assiste au mensonge du Maïdan puisqu'il n'a jamais été question d'intégrer l'Ukraine ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, dit Xavier Moreau. Et alors que Donald Trump annonce vouloir limiter l'engagement américain dans l'OTAN, celle-ci ne veut pas aller s'embourber dans le conflit du Donbass. Donc, de nouveau, je vais citer Xavier, qui dit qu'il est évident qu'à cause du Donbass, personne n'acceptera jamais l'Ukraine au sein de l'OTAN. C'est exactement le sens de la démarche du premier président ukrainien, Leonid Kravchuk, qui a dit aujourd'hui qu'il valait mieux abandonner la Crimée et le Donbass autonome de la RPD et de la RPL parce que ça permettra à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Vous vous rendez bien compte que tant qu'il y a un différend territorial, on ne peut pas rentrer dans une alliance, puisque quand vous rentrez dans une alliance, vous rentrez avec un territoire défini. Et le problème est exactement le même pour la Géorgie. Le seul moyen pour la Géorgie de rentrer dans l'OTAN, ce serait de renoncer définitivement à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud. L'Ukraine a aujourd'hui le maximum de ce qu'elle a pu obtenir, c'est-à-dire une aide militaire de la part des membres de l'OTAN, en première ligne le Canada et les États-Unis, mais malheureusement aussi la France, l'Allemagne et la Pologne. C'est tout ce que l'Ukraine aura, et de toute façon aujourd'hui, plus personne n'a envie de payer, surtout pas pour aller faire la guerre en Ukraine. Donc il a expliqué que brouillé avec la Russie et en attente d'un rapprochement avec l'OTAN et l'UE qui tarde à se manifester, l'Ukraine elle est empêtrée pour l'instant dans ses contradictions. Et pour Xavier, l'Ukraine n'est pas loin de l'éclatement. Je vais terminer avec une dernière citation de sa part. La première préoccupation de l'Ukraine, c'est de se sauver en tant qu'État, ce qui est loin d'être gagné. Aujourd'hui, la partition d'une Ukraine en 3 parties, l'Ukraine centrale, l'Ukraine de l'Ouest et ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire d'Odessa jusqu'à Kharkov, est quelque chose d'assez possible. Donc le souci principal de l'Ukraine, ça doit être de sauver ce qui reste à sauver, et ça ne se fera pas dans le cadre d'une alliance militaire avec qui que ce soit. Voilà. Donc, ce que je dis depuis plusieurs mois, maintenant il y a de plus en plus d'analystes, russophones et maintenant francophones qui reviennent à tous convergent vers cette même conclusion. L'Ukraine est condamnée, elle va terminer par éclater comme la Yougoslavie avant elle, et ça, merci les États-Unis. En même temps. Et c'est pas quand on voit les autorités qu'ils ont à Kiev qu'on a de quoi être rassuré sur l'avenir de l'Ukraine, puisque pendant ce temps-là à Kiev nous est encore gracieusement offert une fois de plus par le soi-disant président ukrainien Petro Poroshenko, qui a dévoilé une fois de plus sa méconnaissance et ses lacunes historiques. Voilà. Donc cette fois il a confondu 2 hommes politiques britanniques bien connus. Lors d'une rencontre avec son homologue finlandais, Sauli Niinisto, M. Poroshenko a voulu épater son interlocuteur en répondant à sa question concernant ce qu'il faut attendre de la part du gouvernement britannique, qui a donc décidé de citer Winston Churchill. Donc la citation est « En politique, il n'existe pas d'amis ou d'ennemis éternels, en politique, il n'y a que des intérêts ». Petit problème, cette citation, bien connue, n'est pas de Churchill, mais d'un autre Premier ministre britannique, Henry John Temple. La faute est d'autant plus risible que ces 2 hommes politiques appartiennent à des époques historiques quand même très différentes, puisque M. Temple a été Premier ministre du Royaume-Uni de 1855 à 1858, de 1859 à 1865, tandis que Winston Churchill occupera ce poste 75 ans plus tard, de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955. Voilà. Poroshenko continue sa lancée bien entamée de lapsus historique, qui apparemment ne surprennent plus personne. Il est en train de... Je pense qu'il mange des chocolats fourrés au cannabis, ou d'autres substances, parce que je crois qu'à ce niveau-là, c'est... Oui, parce que il avait déjà inquiété ses concitoyens en évoquant au début de son mandat que le prince Vladimir luttait contre la horde venue de l'Est, en oubliant apparemment que toutes les invasions de hordes dataient d'époques postérieures.
Ou alors récemment, hein, dans son discours adressé aux militaires de Mariupol, vous avez parlé de l'occupation ukrainienne du Donbass, hein, considérée par les internautes comme un lapsus. Hein. Oui. Il continue dans la lancée des bêtises qui en disent long quand même sur le niveau intellectuel de la marionnette qui est Poroshenko. Donc voilà, on est clairement dans une phase d'escalade, on est clairement dans une phase où je pense que l'Ukraine panique parce que justement les USA avec maintenant Trump à leur tête ont décidé qu'ils n'avaient pas tellement envie en fait de soutenir l'Ukraine tant que ça. Et donc, vu que l'Ukraine s'enfonce de plus en plus intérieurement sur le plan économique, social, politique, il ne reste plus que la guerre. Il ne leur reste plus que la guerre. Donc là, on est passé en mode hystérie collective, panique à bord, et on essaye à tout prix d'allumer le feu. Donc, ce qu'on disait la dernière fois, là, ils ont vidé 15 bidons d'essence par terre, et puis ils sont en train de craquer les allumettes les unes après les autres. Pour essayer de foutre le feu, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Ouais. Alors, je vais ajouter quelque chose, si tu veux, Christelle. Parce que il y a la guerre, effectivement, avec des armes, mais aussi il y a la guerre de l'information. Elle n'est pas moins grave, hein. Oui, non, parce qu'elle sert à couvrir actuellement, on le voit dans la presse occidentale, qui avait couvert les soi-disant rebelles modérés à Alep, et puis qui ici couvre Kiev et ses crimes. Donc c'est ce qui permet de maintenir le soutien des populations occidentales à la politique de leur pays. Je rappelle que, justement, qu'il y a à peu près 70 ou 75 ans, quand le tribunal de Nuremberg a dû statuer sur la situation d'un journaliste bien connu, qui faisait partie du régime nazi, hein, qui était Julius Streicher, ils n'ont pas hésité à considérer que ses écrits, en fait, avaient contribué à encourager les Allemands à commettre des crimes de guerre, et qu'en conséquence de quoi, il était lui-même responsable de ces crimes, et il a été pendu pour ça. Alors, objectivement, quand on regarde les choses, parce que c'est très important que ceux qui se disent non, mais moi je n'avais pas d'armes dans les mains, je n'ai tué personne, peuvent être eux aussi incriminés de la même manière que celui qui tire sur une victime. Quand on regarde l'histoire, objectivement, Adolf Hitler n'a tué aucun juif de ses propres mains. Non. On est d'accord. Il n'a tué aucun juif de ses propres mains. Sauf que les ordres qu'il a donnés et l'influence qu'il avait sur les autres a fait commettre ces crimes. Il a fait commettre ces crimes. Donc il est responsable de la mort, de l'assassinat, du génocide et de millions de civils, de juifs, de tziganes, d'homosexuels, etc., de Russes surtout, de Russes, hein, de citoyens russes. Et donc c'est pas parce qu'on n'a pas une arme dans les mains, c'est pas parce qu'on n'a pas tiré sur des civils qu'on est innocent. Et c'est la parenthèse que je voulais ouvrir, c'est que en ce moment, à la guerre militaire, s'ajoute cette guerre médiatique. Et en ce moment, les sites-rep que nous produisons depuis déjà quelques mois sont l'objet de censure, sont l'objet de manipulation, de sorte que ce soit en ce qui concerne le Donbass ou en ce qui concerne la Syrie, il y a des gens dans les médias sociaux, partout sur Internet, qui essayent d'empêcher la diffusion de ce qui est, en fait, parce que le site-rep reste à ce niveau-là, c'est le plus important, une dénonciation de crimes de guerre. L'objectif du site-rep, c'est de... Il y a vraiment une tentative de faire taire, par tous les moyens. Ouais. Alors, sur les réseaux sociaux, les dislikes ou commentaires désobligeants sur YouTube, sur les sites où nous publions. C'est ça. Donc il y a vraiment une tentative de dénigrer le travail qui est fait. Oui. Et là, c'est très grave, parce que il faut vraiment bien insister là-dessus. Le fait d'entraver la dénonciation d'un crime de guerre, c'est une complicité de crime de guerre. Hein. Et donc c'est un message que j'envoie par exemple à Facebook ou à YouTube. Quelle que soit la censure, si elle a pour objet d'empêcher la dénonciation d'un crime de guerre, elle devient la complicité d'un crime de guerre.
Et donc ça va se payer à un moment ou un autre devant un tribunal international. Et c'est extrêmement grave, puisque là, c'est quand tu camoufles un crime de guerre, tu permets à ce que d'autres crimes de guerre se produisent. Ait lieu, et puis voilà, et ça permet de protéger les auteurs. Donc, c'est ça. Moi là-dessus, les médias occidentaux, les trolls de l'OTAN et les comment dire, les observateurs de l'OSCE et toute cette mission de surveillance qui surveille on sait pas trop quoi, c'est tous à mettre dans le même panier. Et pour moi, ça sera à mettre sur le même banc des accusés lors du tribunal pénal international qui devra statuer sur les crimes qui ont lieu ici. Absolument. Voilà, en attendant, nous on continue de rapporter la vérité, on continue de prendre des risques aussi, puisque lorsque nous sommes allés à Zaïtsevo voir la petite Rita, nous sommes aussi allés discuter avec les soldats qui se trouvent un peu plus loin sur les positions. Et l'armée ukrainienne n'a pas hésité à tirer sur la position où on se trouvait. Donc on s'était abrité derrière un bâtiment, mais le bâtiment il est déjà tellement endommagé, il n'y a plus de fenêtres, il y a des trous dans tous les coins, il n'y a plus de portes. Et donc il y a des endroits où en fait, vu comment le bâtiment est orienté, il y a des zones où t'as des trous qui communiquent, tu vois, donc il y a eu quelques balles qui sont passées pas très très loin quand même. On les a entendues bien siffler, donc c'est pour ça quand même en être bien conscient. Voilà, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'est pas parce qu'on ne porte pas une arme qu'on ne peut pas être poursuivi pour complicité de crime de guerre. C'est très net, hein. Voilà. Je te remercie de m'avoir laissé la parole pour rappeler cet élément absolument fondamental. Voilà, en tout cas, en cas d'escalade beaucoup plus grave ou de déclenchement des hostilités, d'interruption totale des accords de Minsk 2, bien sûr, nous ferons un site-rep exceptionnel pour tenir les gens informés. On interviendra, tu interviendras surtout, toi, sur Facebook, hein, sur ton profil, que je relayerai évidemment, hein, avant de faire le site-rep en urgence, mais effectivement... tu fais bien de signaler qu'on risque fort dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. De devoir faire un site-rep en urgence. Voilà. Donc, les gens s'y préparent parce que là c'est plutôt bien parti pour le moment. Ouais. Surtout avec l'opération là sur la station d'épuration là avec. Tout à fait. Bien. Bye. Donc je te dis au prochain site-rep en espérant que ça sera que la semaine prochaine. Oui. C'est vrai, oui. C'est vrai. Et ciao Tom. Merci bien, bonne soirée. À bientôt, au revoir. Aussi.